Recording and... Salut Julien, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Bienvenue sur Golk. Merci. Julien, tu es psychologue, coach, podcasteur et tu arrives à combiner tout ça d'une manière assez originale. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ouais, alors c'est marrant que tu le définisses comme ça. C'est vrai que c'est toujours difficile de se définir. Moi, je me définis avant tout en tant que psychologue parce que c'est ça ma vraie formation. Puis ça m'a amené, en fait, le fait de me lancer en tant que psychologue indépendant m'a amené à m'intéresser à tout ce qui est marketing, communication, juste pour pouvoir me faire connaître puis avoir des personnes qui me contactent. Donc, quelque part, j'ai rattrapé un peu mes frustrations de graphiste raté. C'est ce que je voulais faire à la base, avant de me faire recaler de l'école. Et du coup, voilà, ça m'a amené à faire d'autres choses. Et c'est très enrichissant. Mais c'est un peu étonnant pour un psychologue de parler de ce genre de choses, de marketing, etc. C'est pas, on voit pas beaucoup de psychologues se présenter comme ça. Mm-hmm. Alors, pourtant, la psychologie puis le marketing sont extrêmement liés. Il y a, j'ai plus le nom, je sais plus exactement qui c'est, mais un grand psychologue américain qui avait fait toute une carrière en tant que psy, puis finalement, il s'est reconverti, puis il est allé dans la pub, justement. Mais non, c'est pas commun, tout simplement par comment le marché, entre guillemets, des psychologues est fait. C'est que la plupart n'ont pas besoin, en fait. La plupart des gens qui font de la thérapie sont psychothérapeutes, travaillent pour un psychiatre. Alors là, c'est en train de tout changer en ce moment. Donc, les cartes se redistribuent un petit peu. Mais du coup, en fait, ils n'ont pas besoin parce que les psychiatres ont bien assez de clients ou de patients, ça dépend de l'approche qu'on a. Et donc, ils n'ont pas du tout besoin, en fait, de se faire connaître d'une autre manière. Et moi, j'ai pris un autre chemin, vu que je suis pas psychothérapeute, je me suis lancé direct après les études. Et donc, quand je me suis lancé, j'avais 25 ans, pas d'expérience, j'ai jamais bossé dans une institution en tant que psy. Donc, il fallait que je trouve d'autres choses pour me démarquer. Et puis, une des voies, ça a été notamment à travers la création de contenu sur les réseaux sociaux, par exemple. Qu'est-ce qui distingue un psychologue d'un psychothérapeute? Alors, c'est le nombre d'années d'études. Okay. Moi, je suis psychologue, donc ça veut dire que j'ai fait jusqu'au master à l'Uni. Et puis, après, si tu veux devenir psychothérapeute, tu fais un post-grad de 4-5 ans en psychothérapie. Et puis, du coup, ça te permet de travailler avec des problématiques un peu plus lourdes, on va dire. Mais même, en fait, au sein de la profession, la différence est très floue. Là, si on prend le site de la FSP, la différence, c'est si tu es psychologue, tu es censé faire du conseil psychologique et donc simplement aider les gens à changer de point de vue sur leur situation. Et puis, un psychothérapeute, tu aides la personne... Guérir, c'est pas le bon mot, mais à résoudre son problème. Donc, si on prend cette définition, finalement, moi, je le vois comme si soit t'es pas efficace, puis t'es psychologue, soit t'es efficace, t'es psychothérapeute. Donc, pour moi, il y a deux choses. Il y a soit on prend le côté étude, qui est là très objectif, soit on prend la définition qui est très floue. Et là, on parle plus d'efficacité dans l'approche. Mais toi, est-ce que t'es efficace? Alors, j'essaie de l'être au maximum. La grosse difficulté de mon métier, c'est que j'ai pas tout le contrôle sur la situation. La santé mentale, ça implique énormément de variables bio, psycho, sociales. Donc, je pense que je suis très efficace dans certains cas, pas du tout dans d'autres, pour des variables qui des fois m'appartiennent, des fois pas. Mais en tout cas, c'est mon objectif premier, c'est d'être le plus efficace possible. C'est quoi le genre de problème sur lesquels tu te spécialises? Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent par rapport à des problèmes d'anxiété. Donc, c'est assez large finalement, mais donc tout ce qui concerne crise d'angoisse, crise de panique. Après, les déclencheurs d'anxiété, ça peut amener à plein de situations. Ça peut amener à des personnes qui sont mal dans leur couple, dans leur travail. Ça peut amener à des problèmes des fois juste physiologiques, au niveau nutrition.
Ça peut amener à des côtés des fois traumatiques, un accident ou un abus, n'importe, des vécus de violence. Donc, c'est un peu une grosse porte d'entrée chez moi. Et c'est pas vraiment moi qui ai décidé de me spécialiser là-dedans, c'est certains résultats que j'ai eus, notamment à travers l'hypnose, où ça a fait pas mal de bouche à oreille, je pense, par rapport à ces problématiques. Alors que moi, à la base, je me disais, ouais, les personnes anxieuses, je saurais pas comment travailler avec. Et c'est marrant que maintenant, c'est ça qui vient le plus. Mais après, c'est ouvert à... Ça s'ouvre un peu toute problématique. Ça peut être... Puis là, on parle de personnes qui ont un problème et qui veulent le résoudre. Mais il peut aussi y avoir des gens qui viennent des fois qui n'ont pas spécialement un problème et qui ont envie de faire du développement personnel. Même des fois, le côté business un petit peu, où tout d'un coup, les gens, justement, ils viennent aussi un peu pour ma casquette d'indépendant. Et puis, ça m'arrive des fois de faire des coachings un peu business. Mais ça, c'est une infime partie de mon travail. Et donc, tu fais de l'hypnose. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'hypnose? Parce que je crois qu'il y a... Tout le monde a plein d'idées de ce que c'est l'hypnose. Ce qui peut être des performances de magie ou autre. Je pense qu'on a pas mal d'idées fausses aussi. Qu'est-ce que c'est l'hypnose, en fait? Alors, en effet, je pense qu'on peut trouver une multitude de définitions. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience, comme peuvent l'être la méditation, la sophrologie. Enfin, ça, c'est les méthodes qui amènent à l'état modifié de conscience. Quand on prie aussi, toutes les religions amènent à des états modifiés de conscience. Et c'est un état dans lequel on est dans un espèce d'entre-deux. Donc souvent les gens ont l'impression qu'on va être complètement dans les vapes, comme on voit dans les spectacles, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment, on a une conscience qui est là, mais on est dans un entre-deux. Et puis cet entre-deux, il est intéressant parce que ça j'ai appris tout dernièrement cette explication. C'est un état, soit normalement on est dans quelque chose où on est focalisé, et puis après on alterne avec des états de repos, soit de sommeil, soit de ce qu'ils appellent en anglais non-sleep deep rest. Donc ça peut être justement de la méditation ou une turbo-sieste par exemple, où on va intégrer les apprentissages. Et l'hypnose apparemment, ça serait un état particulier dans lequel on est un peu dans les deux. On est en même temps très focalisé et en même temps dans un état très relax et de repos. Et du coup, c'est très intéressant justement pour changer de perspective sur certaines choses, pour travailler sur certaines émotions qui vont s'intégrer différemment. J'aimerais juste revenir sur ton choix de ta méthode de communication finalement, tout le côté solopreneur, podcasteur, etc. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour emprunter cette voie, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement finalement par la force des choses? C'est une bonne question. Je pense que ça s'est fait un peu, je me suis senti un peu obligé d'aller là-dedans parce que j'ai eu vraiment à la fin de mon master, en fait, moi j'avais toujours en tête que j'allais faire psychothérapeute et puis j'ai réalisé en fait ce que ça demandait, que c'était 4-5 ans d'études, alors ça je le savais, mais que ça coûtait 40 à 50 000 francs et surtout, à la limite pourquoi pas, mais c'était pour moi, ce qui faisait pas de sens, c'était qu'après j'étais toujours pas indépendant, je devais bosser pour un psychiatre et lui reverser entre 30 et 70% de ce que je gagne. Et donc pour moi, j'ai juste fait un calcul où je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'investirais autant de temps et d'argent pour ensuite, quel est le retour vraiment sur investissement? Et là, moi, j'ai vraiment une période à la fin de mon master où j'ai dit, mais en fait, là, je viens de passer 5 ans à étudier un truc pour faire de l'accompagnement et c'est pas possible en fait que je le fasse. Et donc, je me suis dit, le seul moyen de le faire, c'est d'arriver à le faire en tant qu'indépendant. Et comme je disais avant, j'ai dû un peu essayer de chercher vers qu'est-ce qui va me démarquer en fait. Et je me suis dit, ce qui va me démarquer, c'est la qualité de service, c'est-à-dire la disponibilité, prendre du temps, donner peut-être des ressources supplémentaires. Et puis, voilà, j'étais un peu sur les réseaux sociaux comme ça, puis qu'est-ce qui m'a inspiré? Je sais qu'après coup, j'ai pas mal suivi Gary Vee. Ça a été une bonne inspiration, mais au départ, je pourrais pas vraiment te dire. Au départ, je faisais pas mal d'articles de blog
newsletter, des choses comme ça. Puis après, c'était plus sur les réseaux sociaux où j'ai commencé. Ok. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à leur compte après les études sans faire la formation de psychothérapeute. Très C'est- peu. Très peu. Très Ok, peu, donc non, quasi pas. Parce que... Mais ça commence à venir de plus en plus. Alors, j'aurais envie de croire que je fais partie un peu de cette solution où j'aide à montrer cette voie à d'autres. Après, je pense honnêtement que j'en fais partie. Après, l'impact, ce serait très prétentieux de dire que grâce à moi, j'ai ouvert les portes. Je pense qu'une des grosses causes, c'est que déjà, en fait, pendant les études, on nous dit pas que c'est possible. Premier jour de psycho, même à la journée d'information, en fait, ce qu'on te dit, c'est tu vas finir au chômage. Alors, déjà, je sais pas comment les gens s'inscrivent en psycho, moi y compris. Donc c'est quelque chose qui est dit d'entrée. Ah ouais, c'est le Ok. message qui est donné par les profs, même Ça fait directement. rêver. Ben, après, quand on te présente les formations postgrad, on te dit ça va coûter cher, va falloir aussi avoir un peu de chance, c'est compliqué. Enfin bref, c'est vraiment un discours très limitant. Et puis après, ça continue en fait. Il y a un peu un discours comme ça où t'es jamais assez formé, t'es jamais assez légitime. Et du coup, en fait, c'est jamais présenté que tu peux te mettre en indépendant. Ok, mais c'est intéressant cette question de la légitimité, parce que je me souviens quand on a eu un premier contact il y a quelques semaines en arrière, tu l'avais mentionné, mais tu as tourné ça d'une manière différente, j'ai trouvé très intéressante, tu parlais de ton rôle un peu en amont d'un processus que peut suivre un patient, on va plutôt utiliser le terme de patient, ici je pense qu'il est quand même plus sympa dans ce contexte, dans un rôle peut-être de filtrage, si tu veux nous en parler un peu. Ouais. Alors vraiment par rapport au terme Ouais. patient ou client, ça dépend vraiment des approches. Ouais. Moi j'utilise le terme client parce Ah, ok. que Autant pour moi, alors. mais on peut utiliser les deux, ça m'est égal. Parce que dans les approches anglo-saxonnes, celles auxquelles je suis le plus formé, on parle plutôt de client. Puis aussi, moi je trouve que c'est un terme que je laisse aux médecins. Aussi simplement Ok. parce que je considère pas les gens qui viennent chez moi comme des gens malades. Ouais. Mais peu importe. Oui, en quoi est-ce que je pense que c'est le fait de créer du contenu, d'informer sur la santé mentale, puis surtout le faire que les gens, du coup, font connaissance avec moi avant même de m'avoir rencontré. Pour moi, c'est un gros impact sur, en fait, la relation qu'on va avoir dans l'accompagnement. Et puis, on sait que c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Ça a jusqu'à à peu près 50%, ça détermine 50% de la réussite de la thérapie. Donc, t'as beau être le meilleur psy du monde, avec les meilleures techniques, si la personne en face de toi, elle n'a pas le feeling avec toi, tu perds 50% d'efficacité. Donc, le fait, et ça souvent, quand je discute avec des collègues, ils me disent, ouais, le temps qu'on crée l'alliance, ça prend 5, 6 séances, des fois plus. Et alors que, il y a des gens, en fait, qui arrivent chez moi, et puis ça fait 2 ans qui me connaissent, entre guillemets, qui me voient, ils savent la voix que j'ai, à quoi je ressemble, mes hobbies, mes techniques. Et du coup, en fait, l'alliance, elle se fait beaucoup plus rapidement. Et ça, clairement, je pense que ça a un impact sur l'efficacité des traitements. Ouais. Et c'est quoi je sais pas est-ce qu'il y a des marqueurs qui te permettent de déterminer quand l'alliance thérapeutique elle est présente et que tu peux construire là-dessus? Ouais, alors c'est une très bonne question. C'est dur à déterminer. Un peu abstrait, j'imagine. Mais je pense, déjà, il y en a un, ça doit être la facilité que la personne a à aborder certains sujets. Des fois, tu vois que ça prend 2-3 séances avant qu'elle te balance la bombe. Et des fois, très vite, en fait, on passe dans un dialogue. Ça, je pense, ça a aussi beaucoup à voir avec l'approche qu'on a. Ce qui est très reproché, en tout cas chez les gens qui viennent chez moi, c'est je suis allé chez un psy et puis en fait j'étais la seule personne à parler, puis il n'y avait pas d'interaction. Du coup, c'est vrai que ça, enfin en tout cas moi, c'est quelque chose que j'aimerais pas si j'allais chez un psy et que j'entends souvent comme reproche. Après, non, des fois c'est difficile à détecter. Puis toi, tu as l'impression que tu as fait... C'est toujours intéressant. Souvent, tu as l'impression que tu as fait une super intervention, puis en fait, il n'y a pas vraiment d'impact. Puis le jour où tu as l'impression que c'était complètement banal, la personne revient la fois d'après, puis elle dit « Ah, mais là, ce que vous m'avez dit en fin de séance, incroyable. » Donc,
c'est toujours intéressant de voir les deux perceptions. C'est intéressant le point sur le fait que, enfin, le patient client qui se retrouve à parler tout seul, finalement, à occuper toute la discussion, parce que ça ressemble à une expérience que j'ai moi-même eue, je dois dire. Et c'est vrai que, alors, je sais pas d'où vient cette approche ou cette école de pensée, mais j'ai l'impression qu'auparavant, c'était pas courant que le thérapeute se place en force de proposition, finalement. Voilà ce que vous pouvez faire, voilà des techniques ou des approches ou quoi que ce soit, finalement, qu'il y ait des vrais conseils, une sorte de la psychologie plus appliquée, je dirais. Et est-ce que tu penses qu'il y a un changement, une tendance, un changement au niveau de ces tendances-là aujourd'hui ou depuis quelques temps Absolument. C'est vrai que c'est historiquement, en fait, la psychologie, elle s'est construite avec la psychanalyse. Donc Freud, Lacan, Jung, tout ça. Et c'est vrai que c'était une approche où le psy n'intervient pas du tout, où c'est vraiment de l'association libre. Et donc, ça s'est construit là-dedans. Mais le problème, c'est que c'est une approche qui n'est pas du tout validée scientifiquement. Freud, il y a plein de controverses par rapport à lui, par rapport à... C'est très intéressant sur la réflexion, mais par contre, il y a plein d'études de cas qui sont complètement inventées, par exemple. Freud, il a fait finalement assez peu de thérapie. Il s'est vite lancé dans l'analyse psychanalytique. Donc, si tu veux devenir psychanalyste, tu dois faire une analyse de plusieurs années. Et lui, s'est très vite spécialisé là-dedans. Donc, en fait, c'était un théoricien, mais pas forcément un très bon praticien. Et... en fait, malheureusement, on a encore beaucoup cette image de la psy, de la psycho comme un endroit où on vient juste parler, puis le psy écoute. Puis après, ça s'est développé, il y a d'autres approches, mais maintenant qui commencent déjà à dater, dans les années 50, 60. Maintenant, il y a une multitude d'approches, l'approche systémique, TCC, humaniste. TCC, c'est-à-dire oui, c'est thérapie cognitivo-comportementale. Okay. Donc, en gros, tu travailles sur les pensées et les comportements, l'impact qu'il y a entre les deux. Systémique, c'est plutôt, tu vois la personne pas dans son individualité, mais tu inclus tout le système qu'il y a autour, familial, sociétal, etc. Donc, tu vas beaucoup plus chercher dans les relations, etc. Donc, ces approches sont super intéressantes, beaucoup plus validées scientifiquement. Alors, la psychanalyse, maintenant, il y a des approches psychodynamiques où ils incluent différentes choses, puis ils essaient de valider ça un peu plus. Mais l'image traditionnelle du psy est encore très très présente. Puis rien que dans toutes les séries, tous les films, t'as jamais en fait une vision d'un psy qui est efficace, qui propose des choses. Parce que oui, on est là pour écouter. Et c'est important parce que l'écoute, c'est rare, mais on est aussi des experts de la santé mentale. En tout cas, on est censé l'être. Donc, on est aussi là pour expliquer, faire tout ce qu'on appelle la psychoéducation, puis expliquer, je sais pas, par exemple, que la santé mentale, les grands piliers, par exemple, c'est le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, expliquer certaines manières de penser, qu'est-ce que c'est les croyances limitantes, comment les travailler. Donc, ouais, on a un rôle d'expert et ça passe aussi par de l'éducation et des exercices. En tout cas, c'est ma vision. Ouais. Ça paraît beaucoup plus terre à terre et pragmatique et beaucoup moins fumeux que d'autres choses qu'on pourrait entendre dans d'autres pratiques. C'est vrai, parce que la psychanalyse, au final, moi, ça me fait penser à, tu sais, l'analyse de texte que tu fais à l'école. On te file un texte d'un auteur et puis on dit il faut identifier les champs lexicaux et tout ça, et puis essayer de déduire une intention ou un sens, des choses comme ça. Et finalement, c'est très, ça paraît purement subjectif au final. Et il y a rien de concret là-dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça dans la psychanalyse. Finalement, c'est le patient, il parle, blablabla, et puis le psychothérapeute, il est là derrière à prendre un peu ces différentes choses et faire des déductions à partir de là, mais qui sont jamais qui ne mènent pas à une suggestion, une proposition de changement. Je pense que ça peut être une approche très intéressante, mais moi je le verrais plus d'une manière un peu philosophique ou d'exploration de soi, de sa psyché. Enfin voilà, ça peut, pourquoi pas.
Mais Ça a des mérites, tu dis. Ouais. oui, Ouais. non, moi c'est vraiment pas une approche que j'apprécie, mais je pense elle peut avoir ses avantages, mais dans un cadre thérapeutique, non, je pense pas clairement pas que ça soit l'approche à privilégier. Ouais. Mais pour les autres pratiques, tu disais qu'elles étaient prouvées scientifiquement. Mhm. En même temps, ça va être super difficile de prouver scientifiquement, d'éliminer tous les facteurs confondants que tu pourrais avoir. Donc, est-ce qu'on arrive vraiment à avoir arriver à une preuve sur l'efficacité de ce genre de thérapie? Alors, c'est un très bon point. C'est clair que c'est pas comme, je vais dire comme un médicament, mais même un médicament, t'as jamais 100% de réussite, tout comme ça. Donc, c'est toujours à prendre avec un peu de distance. Mais oui, là où il y a le plus d'études qui sont faites, c'est dans la TCC. Aussi parce que c'est une approche où peut-être c'est plus simple de faire des mesures. Puis où, voilà, il y a quand même pas mal d'études avec, en double aveugle, qui sont validées. Mais après, oui, il y a toujours des variables qui échappent, bien sûr, ça c'est clair. Et du coup, toi, tu as commencé à communiquer sur ton travail par les réseaux sociaux. Tu as maintenant combien 80 000 followers sur TikTok? Ouais, par là. C'est ce qui est incroyable. Ouais, alors non, c'est complètement malade, ouais. Comment Ça, c'est malade. Comment t'en es arrivé là? Parce que je me dis que ça doit demander une série de talents qui sont complètement autres que ceux dont tu as besoin pour faire ton métier. Moi, je pense que comment j'y suis arrivé, c'est deux choses. Une part de la chance et puis une part de constance. Vraiment, parce que ça fait depuis 2000, je me suis lancé en 2016. Puis au début, j'étais sur LinkedIn, Facebook, puis après, je sais pas, 2018-2019, je me suis mis sur Insta, puis etc. Puis j'ai toujours posté très régulièrement, 1 à 2 fois par jour. Mais tu vois, sur Instagram, je suis à 5000 et quelques abonnés, mais ça fait depuis 2018. Donc, c'est déjà incroyable, mais c'est pas un succès fou. Et puis, finalement, il y a TikTok qui est sorti, puis je me suis dit, bon, en fait, vraiment par hasard, parce que j'étais, non, comme tout le monde au début, non, mais je vois pas trop, c'est pour les jeunes, et puis j'arrivais pas à voir comment j'allais me mettre dessus, comment adapter mon contenu. Puis finalement, je me suis dit, je vais essayer. J'ai vu que leur interface pour faire les montages vidéo était super facile d'accès. Puis je me suis dit, je vais juste utiliser ça comme outil de montage vidéo. Et puis, j'étais obligé de poster finalement la vidéo sur le réseau pour pouvoir la télécharger puis la mettre sur Instagram. Et puis en fait, j'ai testé une première vidéo complètement dégueulasse avec 8 filtres. Je la poste, c'était vraiment pas du tout abouti. Et je vois qu'elle fait 100 000 vues. J'étais là, ah tiens, c'est marrant. Alors bon, je crois que TikTok fait exprès dans tes premières vidéos de te les booster pour que tu te dises... Puis après, alors, je me suis dit, bon, ça va être intéressant. Puis j'ai commencé à poster, je faisais au début 3-4 vidéos dessus par jour. Et puis ça faisait 20 vues, 30 vues. Puis en fait, ça c'est vraiment, moi c'est ma méthodologie. Je pense que je suis pas le gars le plus intelligent, le plus malin, le plus stratégique, tout ce que tu veux. Mais par contre, j'ai découvert que j'étais capable, quand je décide un truc, je le tiens. Puis je m'engage, que ce soit dans le sport, dans mon boulot. Et ça, c'est une chose qui est très rare finalement dans la société. Typiquement, les podcasts, j'ai vu, je vois que vous êtes très prolifique. Et je sais plus le chiffre exact, mais je crois dès le moment où tu passes les 30-40 épisodes, tu es dans le 1% des producteurs de contenu. Ah, on sera bientôt dans le... Ça, ce sera le 12e épisode, je pense. Ouais. Donc... Bientôt, on sera dans le 1%. Ouais, d'ici l'été prochain. Ouais. Exact. c'est là qu'on verra un point d'inflexion. Exactement. En fait, au niveau de l'expansion de notre audience. Et on changera complètement nos cercles sociaux d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas traîner avec des gens normaux une fois qu'on sera dans le 1%. Une fois que tu es dans le 1%, voilà. On traînera qu'avec des influenceurs comme toi. Exactement. Mais ouais, du coup, en fait, j'ai continué simplement à mettre. Et puis, tout d'un coup, t'as 1000 abonnés. Puis, cool. Puis après, il y a eu vraiment, je pense, il y a une part vraiment de chance où tout d'un coup, t'as des vidéos qui explosent. Tu sais pas pourquoi. Et
c'est le seul réseau où tout d'un coup, tu peux gagner 5000 abonnés en une semaine. Mais tu sais pas pourquoi? Après, tu peux pas, si tu réanalyses, il y a pas un... Franchement, c'est compliqué. Moi, j'essaie de pas trop suranalyser mon contenu. Déjà parce que j'ai pas que ça à faire. Donc, je le fais entre mes consultes. Donc, j'ai pas le temps de le suranalyser. Aussi parce que je suis un peu flemmard à ce niveau-là. Ouais. Et puis, surtout quand tu essaies de l'analyser, tu vois ta vidéo, tu essaies de refaire la même. Puis, ça marche jamais. Ouais. Puis après, alors c'est le côté rageant. C'est que maintenant, je filme mon podcast. Puis après, je fais des clips avec ça. Donc, c'est des clips qui ont plus de valeur en termes de contenu, mais elles font 1000 vues. Et puis après, je fais une connerie de vidéo de 5 secondes, et puis ça explose. Donc non, c'est dur d'avoir un truc qui est viral de manière constante. Donc la clé du succès, tu nous as dit, c'est la persévérance. C'était quoi d'autre? La constance. La constance, la ouais. persévérance, la constance et aussi un peu l'humilité, parce qu'à aucun moment tu as parlé de talent ou de qualité, donc il y a quand même derrière une belle, je trouve pas mal d'humilité de ta part, quoi. Après, c'est clair qu'il faut... c'est clair qu'il faut proposer un truc qui a de la valeur. Pas forcément, parce qu'on voit les gens, il y a la plupart des gens qui deviennent complètement viral, c'est pas forcément un contenu super intelligent. Mais sur les réseaux sociaux, Faut divertir. faut soit divertir, soit informer. Puis ça arrive à faire les deux, c'est le top. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne combinaison. Là, je m'amuse justement. Je vois qu'il y a plein de filtres qui sortent complètement débiles. Et j'essaie de mettre. C'était un peu ça en fait. Je pense qui m'a démarqué sur TikTok. C'est que je suis arrivé dessus, j'ai vu tout le monde danser, ce qui est plus trop le cas maintenant. Puis je me suis dit bon, moi je vais danser, puis juste rajouter des textes sur la psycho dessus. Et puis en fait, je pense que les gens ils ont vu ce décalage où ils se disaient purée, un psy, normalement c'est le gars de 50 ans avec un col roulé, puis chiant à mourir. Puis là, je vois un gars qui danse, qui rigole, qui a de l'humour. Et ça, je pense que ça a bien marché. Alors après, il faut accepter pour ton petit ego que tu es plus connu comme étant le psy qui danse sur TikTok que pour ton papier scientifique. Mais je suis OK avec ça. Mais justement, à ce sujet-là, est-ce que il y a des gens du métier qui trouvent que ça trivialise un peu la psychologie, ou au contraire, des personnes qui ont une approche plus traditionnelle qui disent c'est génial ce que tu fais, c'est ça le futur, enfin c'est vraiment une belle manière d'explorer des nouvelles voies pour exposer les gens justement à ce que la psychologie, la psychothérapie a à offrir au public? Alors, assurément qu'il y a des gens qui doivent me trouver nul et trouver que c'est un scandale ce que je fais. Mais l'avantage, c'est que ces gens, ils me contactent pas. En tout cas, pas les psys. Ouais. Le grand public, oui, je reçois des fois des messages d'insultes ou autres, mais ça reste quand même assez... Ouais, ça arrive et ça reste assez rare. Mais à quel sujet? Des gens simplement qui t'aiment pas? Alors, il y a la bêtise pure, c'est-à-dire, exemple, j'ai eu un gars dernièrement qui devait avoir genre 14 ans, et puis je sais pas, je donne une info, genre vraiment sourcée, une méta-analyse scientifique, machin, puis t'as un gars de 14 ans qui vient te dire c'est n'importe quoi, puis alors clairement, il a aucune idée du sujet. Okay. Donc, il y a cette catégorie-là. Puis après, il y avait des trucs où c'était plus... j'ai appris ça en le faisant, mais c'est tentant d'avoir un contenu qui est clivant. C'est-à-dire, qui oppose deux camps et avec des avis très tranchés, parce que forcément, ça va faire réagir. Moi, vraiment, je me suis mis certaines règles de rester vraiment que dans la bienveillance. J'avais fait 2-3 trucs où je prenais un peu la défense des ados par rapport aux parents. Alors évidemment, les ados, ça marche à fond, mais t'as les parents en contrepartie qui sont un peu là, en gros, qu'est-ce que tu juges, voilà. Comment ça, la défense des ados contre les parents? Sur quel sujet? Je sais plus, genre je critiquais, ou je rigolais un peu du fait des parents qui arrivent avec leur ado, puis en gros c'est ce qu'on appelle le patient désigné, c'est-à-dire le problème, mon fils a un problème, réparez-le, entre guillemets, alors que tu vois que les parents ça joue pas du tout.
Puis ça, c'est vrai que j'étais tenté de le faire parce que ça marchait beaucoup, mais je voyais qu'il y avait quand même pas mal de négatifs qui sortaient. Puis en fait, le truc qui m'a fait pas mal switcher, c'était, je revenais d'un mariage au Kosovo. Alors moi, je suis suisse, hein, mais j'étais allé au Kosovo pour un mariage. Et puis là-bas, on a fait que de danser pendant genre 4 jours. Et puis, il se trouve qu'il y a une musique albanaise qui perce sur TikTok. Puis je me suis dit, je prends cette musique, puis je danse dessus avec cette danse traditionnelle. Alors, plein de messages hyper positifs. Évidemment, toute la communauté albanaise, kosovare qui m'envoyait des trucs positifs. Mais je me réveille le lendemain matin, je vois des messages de comptes avec des drapeaux serbes, avec des insultes. Et j'étais là, ah ouais. Et vraiment, ça m'a fait un truc. J'étais là, purée. Je l'avais vraiment pas vu venir, quoi. Et puis la vidéo avait été signalée. Ah mais non. Pour un truc rien à voir, ils avaient mis genre contenu pornographique, un truc comme ça. Mais parce qu'il y a pas tu peux pas signaler comme étant contenu kosovar. Ça, y a pas l'option. Ils ont pas encore mis l'option, non. Du coup, depuis ce jour-là, je me suis dit, ok, faut quand même que je fasse gaffe parce que aussi du fait que je voyais, en fait, dès que j'allais en ville, on a commencé à me reconnaître. Ah ouais. Et ça, c'était aussi complètement malade pour moi et nouveau. Jamais j'aurais pensé ça, mais du coup, je me suis dit, purée, les gens ont l'adresse de mon cabinet, on me reconnaît dans la rue. Lausanne, voilà, c'est quand même petit. Donc, j'ai pas envie que ça déborde, en fait. Et puis là, je me suis dit, je fais vraiment plus qu'un contenu inattaquable, entre guillemets. Même si en faisant ça, t'as toujours des gens qui arrivent à tout d'un coup mal le prendre ou comme ça. Ouais, mais bon, ça, justement, là, t'as pris juste une musique. C'est pas que t'as fait une position géopolitique ou autre. T'as pris juste. Ah non, j'ai pas fait le Shaqiri. Ah non. Tu viens de le faire là. Oui. on va. Nous excusons. Là, c'était juste pour illustrer un point. Hein, ça a rien. Non, et vraiment, il y avait rien de. C'est pour ça que moi, ça m'a choqué parce que je me suis dit, c'est juste, je fais une danse, et puis je trouvais ça cool. Mais voilà, tout d'un coup, ça a été pris comme, tout d'un coup, je prends parti pour une communauté et du coup, contre une autre. Enfin, c'est complètement malade, ouais. Ouais. Mais parce que, ouais, au final, en maximisant, plus tu augmentes ton exposition, plus tu maximises ce genre d'occurrences, finalement, des choses complètement inattendues, des sensibilités qui sont froissées par des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ouais, parce que j'imagine cette chanson Kosovar, c'est quoi? C'est de la pop musique au final, c'est pas un chant nationaliste, quoi. Alors, non, en tout cas, j'espère pas. Je parle pas albanais, mais non, a priori pas. Ouais, mais bon, c'est un peu dommage parce qu'au point, à l'extrême, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Tu vas toujours devoir te réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être mal pris par quelqu'un. Ouais. Du coup, c'est vraiment devenu un point où je fais super attention. J'ai une autre anecdote. Alors voilà, là, c'est vraiment isolé, mais j'ai une jeune ado qui, c'est tragique, mais elle a j'avais tapé son nom sur Google parce que j'ai commencé à recevoir plein de messages hyper violents. Et puis en fait, c'est une jeune qui a plusieurs troubles. Hein. Elle a un autisme avec plein de problèmes. Et j'avais pris contact avec sa mère, puis qui me disait que ça savait juste pas comment gérer ça. Mais là, je reçois toutes les semaines des messages de cette fille avec des insultes, c'est juste surréaliste. Alors voilà, maintenant, je bloque et puis je connais le contexte, mais quand t'as vraiment des menaces de mort dedans, des trucs. Alors, la première fois que tu reçois ça, tu te dis, oula, est-ce que je dois le prendre au sérieux ou pas? Maintenant, je le vois avec un œil tragicomique, mais ouais, je fais attention à ça. Est-ce que tu as remarqué une corrélation, je dirais, entre l'expansion de ton audience via ces réseaux sociaux notamment et une augmentation des sollicitations purement professionnelles, finalement, des gens qui te contactent simplement pour faire une séance avec toi? Absolument, ouais. Ah oui, ouais, non, c'est évident. Mes canaux où les gens arrivent, c'est en gros Google quand même en premier, le bouche à oreille et puis les réseaux sociaux. Ok.
En 3e, donc c'est un classement, tu vas dire. Là, c'est, Ouais, chaque année, j'essaie de vous faire un peu mes petites stats. C'est à Ouais. peu près ça. Après, ça s'entremêle parce qu'il y a des gens qui me voient sur les réseaux, qui vont taper sur Google, donc ça fausse un peu les pistes. Mais c'est, oui, un énorme facteur. Et ça, les gens te le disent. Ah, je suis tombé sur vous, sur TikTok, Ouais. j'ai beaucoup aimé votre travail. C'est ça qui m'a... Mais je le demande. Je le Ah demande ouais, aussi ok. pour mes stats. Ah, d'accord. Je demande comment est-ce que vous Mhm. êtes tombé sur moi. Puis c'est marrant parce que quand les gens me trouvent sur TikTok, alors de moins en moins, mais souvent ils sont gênés. Comme si c'était pas ok, comme s'ils avaient un peu honte d'être sur TikTok. Ah, ouais. Euh, C'est connoté un peu, ouais, très, très jeune. ouais, de moins en moins. C'est plus du tout jeune, TikTok. Mais, et puis, d'autres sollicitations, c'est beaucoup plus du coup les médias. J'ai eu énormément d'articles, de presse, etc. Parce que les journalistes, ils vont taper psychologue, et puis je suis assez bien référencé, donc j'ai pas mal de demandes comme ça, ou pour des travaux de maturité de gymnasien. Alors, au début, je répondais à tout, j'ai même fait des Skype, des trucs au début, mais maintenant, j'arrête un peu, parce que souvent, c'est... Il demandait quoi? De t'interviewer pour Ouais, un travail de Mathieu? Ouais, c'est... pour mon travail de Mathieu, j'ai besoin d'un psychologue, puis évidemment, c'est moi qui contacte. Ah, bah oui, bien sûr. Puis après, c'est des questions, souvent... en gros, ils s'attendent à ce que je fasse leur travail de Mathieu, souvent. C'est un peu ça. Du coup, maintenant, j'y réponds quasi plus, parce que c'est vrai que je vois que c'est plus très pertinent, puis j'ai plus le temps non plus. Et par les réseaux sociaux, finalement, les gens peuvent te trouver depuis n'importe où dans le monde, ou dans la francophonie, ce qui est très large. Mais tu as une activité qui est locale. Tu as beaucoup de gens qui te contactent et puis en fait, tu peux pas les servir parce qu'ils sont au Québec ou sais-je. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est embêtant. Si j'étais en France, en plus, c'est vrai que TikTok, par exemple, je crois que 60% du public, il est en France. Donc oui, maintenant, le problème, c'est les tarifs suisses. Parce que je fais par Skype des séances, donc en soi, il n'y aurait pas de souci. Mais c'est vrai que les tarifs suisses par rapport aux tarifs français, c'est juste ou du reste de la francophonie, c'est pas du tout accessible. Puis du coup, c'est pas remboursable par leurs assurances. Mais oui, j'ai des fois du Congo, du Cameroun, j'ai des demandes comme ça. Donc ça, c'est assez drôle. Ça m'est arrivé de faire des séances au tout début quand j'avais beaucoup de temps, pas trop de clients. Ça m'est arrivé de faire même des séances gratuites, par exemple avec des gens au Bénin ou comme ça, pour me faire un peu de la pratique. Puis oui, j'ai de temps à autre des gens qui sont à l'étranger, qui me contactent et puis qui ont les moyens de payer. Ça m'arrive, ouais. Mais là, à t'entendre, j'ai l'impression que tu as quasiment maximisé ta capacité au final entre le travail de promotion et d'information que tu fais sur les réseaux sociaux, les séances que tu as tous les jours, j'imagine. T'arrives à gérer? Ouais. Alors après, mon problème, entre guillemets, mon problème en tant qu'entreprise, c'est que je fais de l'accompagnement bref. Donc, pour le business, c'est pas du tout bon parce que du coup, je vois les gens, on va dire entre 4 et 6 séances. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend. Mais ça reste quand même relativement bref. Donc, ça veut dire que je dois tout le temps avoir des nouvelles personnes qui me contactent. À la différence de gens qui sont dans des psychothérapies plutôt long terme, où au final, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de renouvellement. Moi, là, j'ai pas encore fait les comptes, mais je crois que je suis à 130, à peu près 130 nouvelles personnes qui viennent me voir par année. Wow. Donc, même si des fois les gens se disent justement j'ai un succès incroyable, du coup je dois être overbooké, c'est quand même toujours j'ai pas 3 mois de rempli. Mais oui, en termes de temps, c'est clair que j'ai de quoi faire parce que c'est ça, je suis quand même tout seul, donc je dois faire tout ça, je dois faire après ma compta par exemple que j'ai pas touché de l'année encore, et puis répondre au téléphone, c'est bête mais c'est des trucs, ça te prend vite 10-15 minutes, donc ouais, ça fait beaucoup. Et puis ça, j'ai dû apprendre, cette année j'ai commencé justement à déléguer un petit peu la production de contenu, le montage, etc., pour gagner un peu de temps là-dessus. Mais j'ai dû apprendre vraiment à mettre ses limites. Cette année, j'ai réduit, je pense, de 3 heures mon temps de travail par jour à peu près. Ah oui. Mais c'est marrant parce que question que je voulais te poser, c'est que tu as ton activité de thérapeute
est à ton activité de promotion, donc de TikToker, en gros. Mhm. Et je pense que c'est deux compétences très différentes. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait des personnes qui arrivent à se faire connaître, mais qui n'aient pas ensuite les capacités et qui donnent peut-être des mauvais conseils et fassent du mauvais travail Oh, ouais, oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, si tu regardes ceux qui ont le plus de succès un peu dans cette niche psychologie, sur TikTok, c'est typiquement des gens qui sont pas psychologues, puis qui vont parler de sujets qui sont un peu chocs, ou c'est tous les trucs, comment manipuler quelqu'un, comment faire pour que quelqu'un tombe amoureux de toi. Donc, voilà, ça c'est des contenus que moi je vais pas faire. Donc oui, bien sûr, c'est toujours la critique qui revient. J'avais été d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais été dans le Blick. Et puis le titre de l'article, j'ai découvert, en fait, ils m'avaient pas du tout contacté. Ils parlaient de différents psy ou thérapeutes sur les réseaux. Puis en gros, j'ai reçu une alerte Google. J'ai une alerte avec mon nom. Et en gros, le titre de l'article, c'est les charlatans sur les réseaux. Waouh. Mais non. Alors, quand ils parlent de moi dans l'article, ils en parlent pas comme ça, mais en gros, ils mettent vraiment en garde sur le fait que voilà, ça ne remplace pas une thérapie. Alors, c'est clair, ça ne remplace pas une thérapie, mais par contre, ça peut beaucoup aider. Il y a des gens qui me contactent, qui me disent, en fait, cet exercice, ce que vous avez partagé, ça m'a vraiment aidé. Donc, faut faire la différence, mais il y a le côté, oui, ça peut être utile. Après, ça ne remplace pas une thérapie. Non, mais ça ne remplace pas une thérapie, mais est-ce que ça peut pas être même dommageable? C'est quelqu'un qui donne vraiment des mauvais... Ouais, oui, bien sûr, c'est clair. Si tu dis n'importe quoi, ça peut être dommageable. C'est pour ça que j'essaie de ne pas dire n'importe quoi. Ouais. Comment on fait donc, si on tombe sur toi, c'est bon, on est en sécurité. Mais pour des gens qui regarderaient sur TikTok et tomberaient sur quelqu'un, comment est-ce qu'on arrive à identifier si c'est quelqu'un si ça a du sens ce qu'elle dit, ou si c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi? Bon, après, je dirais en général, parce que même quelqu'un qui dit quelque chose de pas du tout scientifique, ça peut nous aider parfois. C'est un peu comme une sorte de... Ça peut être un outil réflexif sur soi. On se dit, tiens, il dit ça résonne de cette manière-là. Comment est-ce que moi je le ressens? Donc ça peut être un outil comme on pourrait utiliser par exemple le tarot. Soit on peut le voir comme, le tarot, ça me dit vraiment mon avenir. Et puis là, ça peut être dommageable selon moi. Ou bien on prend le tarot comme un outil de réflexion. Puis on dit, ok, elle me tire les cartes. Ma copine, elle fait ça. On s'amuse des fois à tirer les cartes. Puis elle est psychothérapeute. Et puis, c'est hyper intéressant parce qu'on dit, ok, c'est cette carte qui ressort. Et puis après, on doit réfléchir, ok, comment moi je l'interprète. Puis là, du coup, ça devient juste un outil de réflexion. Donc, on pourrait faire la même chose avec ces comptes. Et se dire, premièrement, ok, pas prendre pour argent comptant forcément ce qu'on dit. De dire, ok, cette personne, ce qu'elle me raconte, comment moi je le prends. Puis après, si on veut vraiment aller dans est-ce que je dois vraiment croire ça, c'est de voir justement quel est le background de cette personne, quelle étude elle a fait, est-ce que c'est sourcé, ce qu'elle nous raconte. Voilà. Oui, parce qu'on peut imaginer que des gens, tout d'un coup, suivent leur gourou sur, je sais pas, sur YouTube ou TikTok ou autre. Enfin, gourou, au sens leur personne de référence pour toutes ces questions-là, et se retrouvent un peu aspirés là-dedans, et jusqu'à ignorer finalement toutes les autres solutions thérapeutiques qui offrent et qui existent, quoi. Ouais. Mais je me demandais, t'as mentionné brièvement que t'as transféré certaines de ces tâches déjà pour ce qui est surtout de la production de contenu. Est-ce que tu as une vision sur le plus long terme de là où tu as envie d'être en tant que créateur de contenu, psychologue, ou une combinaison des deux? Est-ce que tu penses à ça? Là, tu touches justement un peu mon gros point de remise en question. C'est-à-dire que là, je dois vraiment apprendre en fait à vivre une nouvelle phase de ma vie où, en fait, jusqu'à il y a 1-2 ans, j'étais un peu dans le truc, le grind, quoi. Je suis le psychologue, ça marche pas, mais je suis le gars qui s'accroche et puis qui va réussir. Et en fait, maintenant, ça va, ça fonctionne, je vis complètement de ça, je vis bien mieux que ce que j'aurais jamais pu penser.
Sur les réseaux sociaux, jamais j'aurais pensé. Je me disais, peut-être qu'un jour j'aurais 10 000 abonnés, ce serait fou. Jamais j'aurais pensé que là j'atteins presque les 100 000 si on prend toutes les plateformes confondues. Et donc, justement, je suis un peu un plat et où je suis dans l'hésitation entre est-ce que je dois continuer à keep pushing, quoi, ou bien est-ce que je peux ou je dois profiter de ce plateau, puis juste profiter en fait du fait que ça va bien. C'est ce que moi j'ai suivi. Je me suis dit, je vais plutôt prendre cette voie-là. Je disais que j'avais réduit 3 heures à peu près par jour mon temps de travail, c'est-à-dire encore l'année passée, j'allais au boulot à 7 heures, je terminais environ à 19 heures. Là, je commence à 9 heures, voire après 9h30 des fois. Je me suis imposé. Je fais 1h30 de sport le matin, je fais 1h30 le soir aussi. Et je me suis dit, maintenant, même ma priorité, c'est l'équilibre de vie, c'est ma santé, c'est vraiment cet équilibre. Mais avec toujours la peur de, ok, en fait, si j'agis différemment de ce qui m'a amené à cette qualité de vie-là, est-ce que ça va pas chuter? Et puis, ça, avec les réseaux, alors c'est pour ça que je ne dépends pas que des réseaux sociaux, puis finalement, mon activité, elle fonctionnait déjà avant ça. Mais tu peux vite retomber. TikTok, typiquement, maintenant, ça recommence à aller un peu mieux, mais il y a quelques mois, tout d'un coup, je passais de vidéos qui faisaient facile 10-15 000 à peu près par vidéo, tout d'un coup, 500 vues. Puis je perdais, pendant 2-3 mois, je perdais chaque semaine des centaines d'abonnés. Alors que leur contenu n'a pas changé. Donc, comment tu le vis, ça, au final, quand tu vois ces fluctuations qui, à certains moments, doivent être presque inexplicables, au final, tu te dis... Complètement, ouais. C'est dur. Ouais, parce que tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Surtout là-bas, j'ai quelqu'un qui monte un peu maintenant certaines vidéos que je dois payer. Donc c'est quand même un investissement. Je le paye avec plaisir. En plus, c'est un pote, mais voilà. Tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je dépense de l'argent et du temps pour en fait perdre des abonnés? Puis après, justement, je reviens vraiment à j'essaie de pas me focaliser trop sur les chiffres, puis j'essaie de vraiment regarder l'impact, c'est-à-dire la seule stat que je regarde ou à laquelle j'apporte de l'importance, c'est combien de personnes sauvegardent ma vidéo. Et puis, je me dis, typiquement, là, j'ai des fois des vidéos qui font il y a 26 likes, mais je vois que sur ces 26 likes, il y a 8-9 personnes qui ont enregistré la vidéo. Donc, tu pourrais te dire, en termes de vues, c'est nul. Mais tu te dis, en termes d'impact, il y a quand même 8 personnes qui se sont dit, c'est suffisamment important ce qu'il dit là pour que je sauvegarde et que possiblement, j'aille... ils vont la remater au moins une fois, voilà. A priori. Donc, moi, c'est vraiment là-dessus où je me dis, mais au final, si je peux toucher... Enfin, je trouve qu'on est des enfants... En fait, on est dans un truc d'enfant gâté. On se dit, purée, elle fait que 5000 vues, c'est nul. Mais à quel moment, il y a 10 ans, tu avais une audience de 5000 personnes devant toi? Ouais, bien sûr. Ça veut rien dire. Nous, on aimerait bien pouvoir se dire ça. Bientôt, quand on sera dans le 1%. Tes méthodes, est-ce qu'il y a d'autres gens dans la profession qui les adoptent? Est-ce que tu parles, est-ce que tu fais la promotion de tes méthodes de promotion auprès des autres psychologues? Alors, ouais, j'organise des fois, ça fait un moment que je l'ai plus fait, mais des ateliers. L'atelier il s'appelle toujours comme devenir indépendant en partant de zéro. Puis c'est marrant parce que l'histoire de cet atelier, c'est il y avait de plus en plus de gens, mais quand ça marchait pas encore, c'est-à-dire que j'étais dans ma phase plutôt de lancement, beaucoup de gens qui me contactaient pour me dire mais comment, voilà, ça m'intéresserait ton parcours, etc. Puis au bout final, j'allais boire des cafés non-stop. Puis j'ai un pote qui m'a dit mais fais un atelier puis tu fais payer les gens, quoi, parce que au final ça me prenait quand même du temps, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire cet atelier, mais c'était pas, je vous explique comment avoir du succès. C'était plus axé sur le mental et comment arriver à tenir justement dans la constance et dans la durée quand, en fait, il y a rien qui marche. Parce que moi, mes 3 premières années et demie d'activité, c'est-à-dire où je poste tous les jours, j'apprends, je contacte, je fais du networking, j'ai eu 30 consultes en 3 ans et demi. Donc, autant dire que le chiffre d'affaires, c'était à peu près 3000 francs sur 3 ans et demi. C'était un peu rude, quoi. Alors, je bossais à côté.
Mais du coup, à travers ces ateliers, il y a beaucoup de coachs et de psy qui viennent. Donc ça, je le fais de cette manière. Puis après, en fait, ça se fait naturellement au travers des réseaux. Et ça, je trouve super cool parce que c'est vrai que si je compare il y a 4 ans, les coachs faisaient déjà pas mal ça, notamment avec des gars comme David Laroche ou Tony Robbins. Bon, voilà, c'est un peu le gars le plus connu. Maintenant, tous les jours, quasiment, je vois que j'ai un ajout d'un compte psycho, je sais pas quoi. Et donc, en fait, et avec des gens aussi qui me donnent le retour que voilà, je t'ai vu et ça m'a donné envie de me lancer. Donc ça, je trouve hyper valorisant, hyper cool, parce que maintenant, en fait, ça devient commun d'avoir un psy qui te parle sur ton fil d'actualité. Mais du coup, pardon, si tu te retrouves face à des élèves de première année de psycho, tu leur dis quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à que ton expérience que toi t'as vécu quand t'as commencé et qu'il y avait toutes ces il y avait en face de toi une personne qui présentait finalement beaucoup d'aspects négatifs, des obstacles à la réussite ou peut-être même un peu d'un échec garanti quelque part en termes de débouchés. Toi, qu'est-ce que tu leur dirais si tu étais en position de parler à ces élèves de première année de psycho? J'ai été en position. Ça, c'est trop cool. Okay. Ça, c'était vraiment aussi une énorme satisfaction. C'est que autant l'Uni de Fribourg que l'Uni de Lausanne m'avaient invité pour parler aux étudiants de mon parcours. Et ouais, moi, j'essaye justement de leur amener une autre image en leur disant, non, il n'y a pas que telle voie qui est tracée. En tant que psychologue, juste avec un master, vous pouvez être remboursé par certaines complémentaires. Voilà les approches aussi qui existent. C'est pas juste 3 approches qu'on vous montre, parce que là j'en ai cité quelques-unes avant, mais il y a toutes les approches psychocorporelles. Et même on pourrait se dire, au final, tu te formes. Moi, j'hésite à me former à la nutrition parce que je vois l'impact que ça peut avoir. Donc ouais, je leur montre ça, puis j'essaye vraiment de donner cette idée que en étant constant, voilà, si tu sèmes tous les jours, tu sais pas vraiment ce qui va pousser, mais c'est obligé qu'à un moment il y a un truc qui pousse. Mais on a eu récemment, on a parlé avec David Nard, qui est le directeur de Genilem, qui est un organe qui vient en aide aux entrepreneurs. Enfin, il conseille les entrepreneurs. Et puis il y avait un sujet on a discuté sur lequel on a discuté qui était assez intéressant. Il disait que en tant qu'entrepreneur, au début, c'est dur et il faut persévérer, mais il faut se rendre compte quand ça va mener à rien, parce que tu peux aussi, il y a des projets qui vont juste pas marcher et puis il faut pas s'entêter. Dans ces 3 premières années où donc tu avais peu de vues, tu avais peu de retour, qu'est-ce qui t'a fait dire que au final ça allait marcher et que ça allait pas juste t'allais pas juste perdre toute ton énergie dans quelque chose qui allait te mener à rien? C'est une très bonne question. C'est comment savoir quand est-ce qu'il faut abandonner. Moi, qu'est-ce qui m'a fait penser que ça allait marcher? Pas grand-chose, honnêtement. Une chose qui m'a aidé, c'était d'avoir quelqu'un qui avait plus ou moins le même parcours que moi, qui était quelques années en avance, et pour qui ça commençait à marcher. Je peux le citer d'ailleurs, c'est un psychologue qui s'appelle Patrick Santilli. Et lui, on s'est connus, on a été collègues un temps, et puis il m'avait pas mal encouragé, et puis après il me parlait un peu de lui, de son parcours, et ça, je me suis dit, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, je suis pas plus con qu'un autre, ou si je le suis, j'ai d'autres qualités, et du coup, ça doit fonctionner. Et puis, il y avait aussi ce côté pour moi où, entre guillemets, c'est un peu exagéré, mais pour moi, j'avais pas de plan B en tête. C'est-à-dire, pour moi, il fallait que j'y arrive parce que c'était ça que je voulais faire. Et puis, j'ai aussi un truc, je pense, depuis petit, d'indépendance. J'ai toujours lancé c'était pas lancer des business, mais je sais pas, à l'école, je faisais du graffiti à l'époque, et genre, je faisais des graphes sur des casquettes, sur des t-shirts. Donc, t'as les gars du collège qui me commandaient ça. J'étais dans une classe où il y avait beaucoup de punitions qui étaient distribuées. Alors, j'avais un service, quoi. Je faisais des punitions pour les gens. Ils me payaient.
voilà, j'ai toujours eu un peu ce truc, ma grande Entrepreneur frustration. dans l'âme, quoi. Ouais, un peu, ouais. J'ai toujours eu cette frustration. Ma grande frustration d'enfance, c'est je vais inventer un truc, puis je savais jamais quoi inventer. J'ai des parents qui sont plutôt intellectuels, donc on n'avait pas de matos, de bricolage. Ça, c'était ma grande frustration. Donc je pense que j'avais ça en tête, et puis c'est ça qui m'a fait continuer. Mais c'est vrai que c'est dur de dire quand est-ce que ça devient de l'entêtement. Mais c'est un peu, pour moi, c'était... En fait, je suis allé trop loin pour arrêter. Je me disais, mais si j'arrête là au bout de 3 ans et demi, enfin, ça aurait été une frustration horrible, quoi. Et aussi, c'est un truc que je dis tout le temps dans ces ateliers, typiquement pour indépendants. Je leur dis, s'il y a un truc qui est important pour vous dans votre vie, ça fait aucun sens de mettre une deadline. Et il y a un moment clair, donc après ces 3 ans, il y a un moment clair où ça a décollé, ou c'est juste petit à petit Faut que j'essaie de m'en rappeler. le tipping point. Ouais. Écoute, je suis parti au Canada. Oui. Je suis parti au Canada en 2018. J'ai fait 6 mois sabbatique là-bas, puis je me suis formé à l'hypnose justement là-bas. Et un des tipping points, c'était, je pense, le fait d'avoir fait cette formation où je pense que ça a été un avantage. Ça a intrigué un peu les gens aussi, parce que je m'étais formé au coaching. Le coaching, ça a pas malheureusement, ça a une mauvaise image, parce que n'importe qui peut se dire coach. Pourtant, les techniques de coaching, elles ont été créées par des psychothérapeutes, donc c'est extrêmement valable comme méthode. Et je pense, après, c'est une accumulation aussi. C'est que tu as ça, mais tu as tout le travail qui a été fait derrière. Au bout d'un moment, tu dis, ah tiens, pourquoi ça décolle? Parce que justement, tu as 3 ans et demi de relations, d'appels, de contenu, etc. Mais je pense qu'il y a un truc qui m'a différencié aussi, c'était j'avais les compétences de coach et d'hypnose. Donc, je me démarquais des psys classiques, même si maintenant ça devient de plus en plus courant d'avoir des psys qui font de l'hypnose. Et en même temps, je me démarquais des coachs ou des praticiens en hypnose qui ne sont pas psychologues et qui peuvent des fois faire du très bon travail, mais aussi des fois pas trop. Et donc, les gens se disaient, OK, il a ses techniques, mais en même temps, il a un vrai background universitaire. Donc, je pense que ça a été un truc qui m'a aidé, ouais. Et donc, je pense, tipping point, ça a été vers fin 2018, 2019, où là, j'ai vu que ça commençait. J'ai commencé à faire aussi un peu plus de publicité sur Google. Et puis... t'as fait de la publicité sur Google pour attirer du... Je vais arrêter en février. Je vais tester. Ouais. Deuxième angoisse. Est-ce que je peux faire sans cette pub? Ouais. Ok, donc avoir plusieurs cordes à son arc et pas de plan B. Voilà. C'est ce qui a marché. Comme Cortez qui brûle ses bateaux. Voilà, c'est un peu l'image qu'on donne. Mais ouais, alors après, moi, ça peut sonner vraiment comme le gars, voilà, j'ai que ça. Moi, j'ai fait une transition, c'est-à-dire que je bossais à 80 ou 100% à côté de ça. Donc, c'est aussi ce qui m'a permis de tenir, parce que souvent l'erreur que je vois, c'est je veux me lancer, je quitte tout, je fais un site et des cartes de visite, et puis j'attends. Non. Et puis au bout de 6 mois, 1 année, tu as juste épuisé tes ressources, tu es frustré, et puis tu reprends un boulot en la queue entre les jambes. Donc, moi, j'avais de quoi vivre, et puis j'ai développé ça. Il y a une version pire de ça. C'est les gens qui... J'ai bossé avec Mass Challenge pendant longtemps, et les pires boîtes que je voyais, c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent, genre qui avaient travaillé dans la finance, et du coup, eux, ils font pas juste un site, des cartes de visite, et puis après 6 mois, ils se rendent compte que ça va pas. Ils se mettent dans leur coin pendant 3 ans, pendant 5 ans, à développer quelque chose dont personne ne veut, et ensuite, ça fait mal. Ouais. Et il y a un côté aussi, du coup, après, on va toucher à des trucs plus psy, mais typiquement le perfectionnisme, ce genre de démarche où c'est non, je veux que ça soit parfait avant de me lancer, ça peut être super négatif, parce que comme tu dis, finalement tu ressors puis tu te rends compte que personne ne veut ton produit, quoi. Donc il y a aussi, je pense, une force qui est nécessaire, c'est de vraiment être dans l'empirisme, de faire, tu lances ton site, tu fais des erreurs, tu testes. Moi au début j'avais pas de clients, presque heureusement que j'avais pas de clients, je n'étais même pas formé, j'avais pas fait ma formation de coaching, donc j'avais quelques outils par-ci par-là,
Puis après, voilà, je me suis dit, ah là, j'aurais besoin d'outils, je me suis formé, ah là, j'aimerais bien. Puis d'y aller vraiment, de tester. Puis du coup, la contrepartie, c'est d'être très clair sur tes limites. Et encore maintenant, hier, il y a un gars, c'est la première fois que ça m'arrivait, un type qui est venu dans mon cabinet. Je l'avais déjà eu au téléphone, je lui ai dit que je pouvais pas voir son fils parce que justement, je me sentais pas les compétences. Il est venu dans mon cabinet et j'ai eu 15 minutes où il me demandait, ah mais s'il vous plaît, prenez mon fils, etc. Non mais... Et c'est hyper important, justement, de savoir où se trouve ta limite. Puis après, c'était pour faire quoi? C'est quoi que tu voulais pas? Ma limite, c'était parce que dès qu'il y a des jeunes, souvent, il y a besoin de faire des entretiens de famille parce que justement, c'est un peu le côté patient désigné. Et moi, je fais pas d'entretien de famille. D'accord. Donc, ça, c'était une de mes limites, par exemple. T'as dit quelques mots tout à l'heure sur ta discipline matinale, t'as parlé du sport, très important, 1h30 de sport tous les matins, et ça m'a fait penser à un truc, je me suis dit, en tant que psychologue, t'es à l'écoute des gens, c'est leurs problèmes qui sont sur lesquels tu te concentres, et toi t'as aussi ta vie à côté, t'as tes propres problématiques, tes challenges et défis et autres, et est-ce que c'est difficile parfois t'as l'air d'être quelqu'un d'assez équilibré avec de l'harmonie dans ta vie, mais voilà, t'es comme tout le monde au final, j'imagine. Et est-ce qu'il y a des techniques ou comment tu t'y prends pour maintenir ce que j'imagine doit être une certaine stabilité émotionnelle pour être le plus disponible pour tes clients au final? Ouais, c'est super important. Alors après, ça a été un processus, hein. Comme je disais, là, c'est facile, c'est beaucoup plus facile d'avoir un équilibre quand tu as suffisamment de clients. Quand j'en avais pas, que tu fais peut-être 15 séances dans le mois, ton équilibre et tes limites, tu les mets de côté parce que la personne, si elle te dit moi je peux venir qu'à 19h, j'apprenais à 19h, je finissais à 20h30, 21h. Donc, et puis, justement, quand ça marche pas, vraiment chaque minute, je me disais, là, il faut que je bosse, il faut que j'y aille. Et donc, je faisais des horaires de fou. Ça m'a mené, je bossais un temps, dans un de mes anciens jobs, c'était dans le milieu du travail du sexe, de la prostitution. Alors, j'étais du côté de la prévention en santé, je précise. Et dans ce domaine, dans ce job, il y avait des horaires de jour, de nuit. Donc, je finissais des fois à 2h du matin. Le lendemain, je reprenais les consultes à 8h. Je faisais mes consultes jusqu'à midi. J'allais à leur bureau 14h, 17h. Je revenais, je faisais 1 ou 2 consultes. Je repartais 9h, 2h du matin. Puis c'est là où j'ai posé ma dème. Je me suis dit, ah non, ça joue plus. Mais j'ai quand même fait, moi, je donne le nom de burn-out. Où j'ai déclaré une maladie chronique au côlon. Donc ça m'a quand même aussi rappelé l'importance. Tu penses que c'était une conséquence de ta charge de travail? Ouais, c'est arrivé à une période où j'avais eu des problèmes d'horaire, en fait, que j'ai dû rattraper. Puis en gros, j'ai rattrapé j'étais à 50%, puis j'ai rattrapé en gros 1 ou 2 mois de travail en 1 mois. Plus un autre job à côté, plus un job de veilleur, plus mon entreprise, j'essaie de développer. Puis tout d'un coup, j'ai pris des vacances. Puis là, j'ai commencé à avoir ma crise. Donc oui, je l'attribue à ça. Après, voilà, le stress a fait que ça a déclenché. Ça se serait peut-être déclenché à un autre moment. Donc après, ça m'a aussi changé ma vision. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse attention. Et puis, maintenant que j'ai le luxe de pouvoir mettre des limites, pour moi, c'est hyper important, en fait, en tant que psy, de montrer aussi par l'exemple. C'est-à-dire que pour moi, je peux pas me sentir légitime d'expliquer aux gens que c'est hyper important et de faire attention à ta nutrition, à ton sommeil, l'activité physique, à ton cercle social, si moi je fais rien de tout ça. Donc ça, c'est vraiment les facteurs pour la santé physique et mentale qui sont ultra importants. Donc pour moi, du coup maintenant j'en fais vraiment une priorité, et aussi dans le fait pour me sentir légitime aussi de donner des conseils aux gens puis de leur expliquer, quoi. Ouais, c'est un truc que je trouve problématique avec les gens comme Gary Vee. C'est qu'un peu il y a une fétichisation du grind à l'extrême.
Je travaille 20 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est pas forcément la meilleure manière d'atteindre ces objectifs. Ouais, il revient un peu là-dessus. Hein. Maintenant, il parle beaucoup plus d'empathie, puis il dit que justement, il a été un peu mal compris par rapport à ce hustle and grind. Mais ouais, c'est important d'être cohérent. Et puis, bah, franchement, au niveau qualité de vie, là, c'est juste fou l'impact que j'ai vu cette année. Aussi pour avoir d'autres centres d'intérêt ou de valorisation. Je me suis mis vraiment à fond dans le sport. Voilà, ça amène autre chose que juste boulot, quoi. Julien, est-ce que tu aurais encore un dernier conseil à partager, que ce soit avec les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les psychologues, quelque chose qui est important que tu as découvert et qui devrait être connu? Je pense que ça va être super bateau, mais bah vraiment reprendre ce truc de, en fait, s'il y a des choses qui sont importantes, ne vous mettez pas de deadline, kiffez le processus, parce que dans ce processus-là, souvent les gens, par exemple la création de contenu, sont j'ai pas envie. Quand je fais des ateliers, les gens, ils me disent ouais, mais quand on parle de poster une fois dans la semaine, c'est déjà là, ouais, mais ça me fatigue. Ben, en fait. Si tu apprends à aimer ce processus, à voir tout ce que ça te permet de connaître, d'apprendre comme compétences, et ben, en fait, c'est hyper enrichissant. Puis justement, là, finalement, je suis psy, mais je pense que je pourrais aller donner certains cours dans des écoles de marketing. Donc finalement, ça ouvre aussi d'autres portes. Et ben ouais, si tu as du plaisir dans ton processus, ben en fait, t'as pas besoin de t'arrêter. En fait, il n'y a pas de raison de t'arrêter parce que tu vas juste aimer ton jour après jour, puis finalement il y a des choses de bien qui arrivent, et non seulement les objectifs que moi je m'étais fixés, que je pensais impossibles, je les ai explosés en fait. Donc c'est aussi intéressant de voir en termes de croyances que j'ai retrouvé mon business plan entre guillemets de 2018, où pour moi avoir 100 consultations par mois, c'était impossible. Et puis maintenant, c'est là où j'arrive à peu près. C'est à peu près ma moyenne. Je suis un peu en dessous. Mais voilà, où on parlait des réseaux sociaux, voilà, j'avais un peu comme rêve d'avoir 10 000 abonnés. Maintenant, on est à des dizaines de milliers. Donc voilà, c'est aussi de ne pas se limiter à ses objectifs, mais de faire tout ce qu'on peut pour atteindre, pour garder ça comme direction. Puis après, laisser la vie nous montrer jusqu'où on peut aller. Génial. Tu nous rappelles où on peut te trouver ? Sur le plus simple, c'est Google. Vous tapez Julien Borloo, on n'est que 2 dans le monde. Donc, dans le monde. Qu'est-ce que fait l'autre ? Wow. L'autre, alors il est en France. Parce que mon père fait de la généalogie. Donc c'est pour ça que je suis assez au courant. L'autre, il fait du foot en tout cas. Ok, donc on va pas se tromper sur le Julien Borloo. Non, et puis clairement, je spamme beaucoup plus Internet que lui. Donc Julien Borloo. Sur Google, puis après vous me trouvez, il y a mon site, et les liens seront bien sûr dans la description. Avec plaisir, mais n'importe où vous tapez Julien Borloo, vous allez me trouver. Merci beaucoup Julien. Merci pour la visite. Merci à vous. Allez, bonne chance. Ah oui.